en 2016, donc malgré les tensions avec la Fédération française de bad, tu as choisi de poursuivre un entraînement individualisé avec ton coach, donc Bertrand Gallet. Qu'est-ce qui t'a motivé sur cette voie? Alors en fait, les tensions avec la Fédération française de badminton, c'est pas, enfin, j'aime pas trop dire que c'est avec la Fédération française de badminton, même si c'était le représentant de la Fédération française de badminton, c'était le président avec qui on avait des problèmes et avec qui j'ai eu des problèmes. Mais finalement, c'était une personnalité de la Fédération française de badminton qui m'a causé tous ces soucis. Et les autres, en fait, ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc c'est pour ça que l'organisation, j'aime pas trop la mettre dedans parce que moi, la Fédération française de badminton m'a beaucoup aidé durant toute ma carrière. Et c'est vraiment à cette époque-là, il y a juste eu cette personne-là qui a aussi engrainé entre guillemets les personnes du dessous pour prendre des décisions que lui ne voulait pas prendre directement face à moi ou face aux autres joueurs. Et il s'est servi d'autres personnes pour faire ça. Et les autres personnes étaient comme envoûtées par ce président. Et De toute façon, même, c'est des salariés qui occupent des ordres. ouais, voilà, c'est ça. En gros, après, tu peux être un salarié et puis dire non, non, moi je ferai pas ça, c'est pas mes valeurs, c'est pas mon éthique, c'est pas. Parce qu'en gros, ils sont allés jusqu'au point où ils m'ont diffamé dans la presse, ils ont menti pour justifier le fait de m'avoir exclu de l'équipe de France lors d'un championnat d'Europe par équipe. Une heure avant, allez, peut-être pas d'une heure, 2 heures ou 3 heures avant de jouer l'Allemagne en quart de finale pour une première médaille française en championnat d'Europe par équipe mixte. Donc ils m'excluent, il y avait toute l'équipe qui était là. Moi, ils m'ont pris c'était le DTN à l'époque, Philippe Limousin, qui m'a exclu de l'équipe de France. Je suis redescendu, il y avait tous les joueurs. Je dois y aller. J'étais le leader de l'équipe de France à l'époque, donc ça a mis un coup au moral de toute l'équipe. Et derrière, ils devaient jouer 2 heures après contre l'Allemagne. Ils perdent, on ne fait pas la médaille au championnat d'Europe. Donc je ne sais pas si j'avais été là, on aurait gagné. Mais en tout cas, on avait plus de chances de gagner cette première médaille par équipe. Et en plus, le pire, c'est que dans la presse, derrière, ils ont dit on a exclu Brice Leverdez parce qu'il s'est mal comporté sur le terrain. Alors, ils ont pris un point du règlement qui disait que j'avais soit pas serré la main d'un adversaire, soit craché sur l'adversaire, soit pas serré la main de l'arbitre. Voilà, le deuxième point de règlement le plus dur au niveau de la BWF, donc la Badminton World Federation. Le premier, c'est le dopage. Et ensuite, c'est ça. C'est comportement inapproprié sur un terrain. Et j'ai jamais fait ça. J'ai juste, en fait, il avait pris pour lui l'ego. J'avais pas serré la main du président la veille ou l'avant-veille, 2 fois d'affilée, je crois, parce qu'on était en tension pour une compétition que lui voulait que les joueurs de l'équipe de France jouent en année olympique, alors que nous, on devait marquer des points pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Et lui voulait qu'on fasse une compétition alors qu'on ne prenait aucun point sur cette compétition. Et cette compétition nous prenait environ 2 semaines, voire 3 semaines entre la préparation et c'était des jeux comme des Jeux olympiques, mais européens. Et du coup, ça nous perturbait presque 1 mois de préparation aux Jeux olympiques. Et quand on sait que c'est extrêmement difficile de se qualifier aux Jeux olympiques, notamment pour les doubles à l'époque, pour les doubles, toujours c'est plus difficile que le simple en termes de classement. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait une sorte de fronde avec les joueurs potentiellement qualifiables pour les Jeux olympiques. Et les joueurs de double m'avaient un petit peu lâché à la fin. Et je m'étais retrouvé seul face au président. Et voilà, pour une poignée de main non serrée, pour un ego pris, il a décidé de mentir, de m'exclure de l'équipe de France, du coup d'amputer un petit peu les chances de l'équipe de France de faire une médaille sur cette compétition-là. Bref, ça a été une période assez difficile, je dirais. Et finalement, qu'est-ce qui m'a poussé à partir du centre national? C'était pas ça du tout. C'est le fait que mon mentor, qui était à l'époque entraîneur de l'équipe de France, entraîneur, donc head coach, donc entraîneur principal de l'équipe de France, Svetoslav Stoyanov, un ancien joueur de double qui était entraîneur de l'équipe de France de double. Donc les deux qui faisaient une combinaison exceptionnelle. Tous les joueurs parlaient que c'était vraiment la meilleure combinaison qu'ils avaient eue depuis des années.
moi, j'étais assez content d'avoir mon entraîneur de toujours qui était entraîneur de l'équipe de France, mais en même temps, j'étais pas aussi heureux que les autres, entre guillemets, parce que moi, j'avais ça pour moi tout seul avant, et là, je devais le partager avec les autres. Et du coup, les autres progressaient en simple, et moi qui avais pas mal d'avance, et ben, ils me rattraperaient. Donc, c'était bien en fait pour la concurrence, parce que du coup, bah, moi, ça me poussait aussi à développer mon jeu, à jouer encore mieux. Mais ça me faisait un peu plus peur aussi. Donc non, je pense que c'était une super période. Et donc les deux entraîneurs, à cette époque-là, pour les mêmes raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, ont décidé de quitter la fédération. Pour ces raisons-là et d'autres raisons aussi internes entre les entraîneurs et la fédération. Encore une fois, pas la fédération en elle-même, mais toujours la même personne. Il y avait des divergences d'opinion et du coup, ils ont décidé de quitter leur fonction. Et du coup, la fédération s'est retrouvée sans entraîneurs nationaux pendant quelques semaines. Donc, ils ont dû trouver un entraîneur national très rapidement. Et c'est à ce moment-là où ils ont trouvé Peter Gade à l'époque, en quelques semaines, en lui proposant un contrat mirobolant pour qu'il soit là 2 semaines par mois au centre national. Et Peter Gade, pour moi, c'était un exemple. À l'époque, c'était l'ancien numéro 1 mondial, danois, une des légendes du badminton. Et donc, sur le coup, je m'étais dit, bah, c'est plutôt bien, j'ai envie de voir ce qu'il va pouvoir m'apporter pour mon jeu. Et en fait, juste, je pense qu'il y avait une incompatibilité, une incompréhension sur le style de jeu que moi, je voulais développer et la façon d'entraîner, le style de jeu que lui voulait, entre guillemets, pas imposer, mais voir les joueurs développer. Et c'est juste là-dessus qu'on s'est séparés. Et quand j'entendais dire à l'époque que on avait des grosses divergences, que je détestais Peter Gade, que lui, il ne pouvait pas me voir aussi, en fait, pas du tout. On a été deux joueurs, on a même joué l'un contre l'autre à différents moments dans notre carrière, quand lui était en fin de carrière, moi en début de carrière. Et on sait ce que c'est que d'être un joueur de haut niveau et moi je lui en voulais pas de ne pas vouloir aller forcément dans mon sens de style de jeu ou de ne pas comprendre ce style de jeu là que je voulais développer. Et donc on s'est séparés, mais voilà, moi j'ai jamais eu d'animosité ou autre envers lui. J'ai toujours vraiment respecté en tant que joueur et en tant que personne. Après, j'ai toujours été clair avec lui sur ce que je voulais faire, le style de jeu que je voulais développer, c'était un style de jeu d'attaque et de contre-attaque. Et lui voulait qu'on développe plus la défense un peu pure. Et moi, c'était pas du tout mon style de jeu. C'était pas du tout ce qu'on avait travaillé depuis des années avec mon mentor. Et donc, c'est pour ça qu'à cette époque-là, j'ai décidé de quitter quitter le centre national pour aller m'entraîner avec mon entraîneur et j'ai recruté des sparring partenaires à l'époque pour créer mon propre team. J'ai pris mon préparateur physique et ça a très très bien fonctionné pendant les dernières années de ma carrière, pendant 5-7 ans à la fin de ma carrière. Après ta blessure au genou en 2005, c'est un accident de moto, comment tu as trouvé la force de revenir au plus haut niveau après cet accident? Bon, en fait, à l'époque, je ne me posais pas la question. Pour moi, l'accident, c'était rien. J'avais pas vraiment de grosses douleurs au genou, c'était le genou droit. Et le médecin m'avait dit, par contre, on ne peut rien faire. C'était un trou dans le cartilage que j'avais. Et à l'époque, il me disait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à part des infiltrations. Mais il n'y avait pas les greffes de cartilage, c'était très rare. Je crois que ça se faisait aux États-Unis et un petit peu en Allemagne, mais c'était assez risqué aussi. Donc il m'avait dit, bah, vois si tu peux continuer. Moi, de toute façon, j'avais 18 ans à l'époque, 19 ans. Je me suis dit, moi, c'est bon, ça ne va rien me faire. Je suis un dur au mal, je vais y arriver. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, le médecin avait dit à certaines personnes de la fédération, les entraîneurs nationaux notamment, Brice, il ne pourra jamais faire de haut niveau. Parce qu'avec son genou, ce qu'il a, il aura trop de douleur, on ne peut pas le soigner, donc il ne pourra pas en faire. Et puis en fait, j'ai fait 13-14 ans numéro 1 français. Voilà, j'ai eu pas mal de bons résultats à mon actif.
Et je vais dire que cette douleur m'a un petit peu gêné quand même au fur et à mesure de ma carrière parce que je ne pouvais pas m'entraîner autant que j'avais l'habitude de le faire quand j'étais plus jeune. Et ce n'était pas une question de juste âge, c'était une question de vraiment douleur au genou. Donc j'avais par moments des grosses douleurs qui venaient et du coup je devais arrêter l'entraînement ou je devais essayer de moins m'entraîner pour pallier à ça. Mais finalement, voilà, je ne peux pas regretter ma carrière. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, peut-être pas, j'en ai aucune idée. Mais Et après, au début, au niveau de l'accident, ça n'a pas eu un impact mental ou quoi, même peut-être de se dire peut-être que ma carrière est finie à cause de cette blessure ou quoi. non, parce que le médecin, il ne me l'a pas dit à moi. Déjà, il ne me l'a pas dit à moi. Deux, même s'il me l'avait dit à moi, j'aurais continué. De toute façon, j'avais toujours cette mentalité de guerrier et de toute façon, je ne peux pas vivre sans sport. Donc sans me dépenser physiquement. Et le badminton, c'est un des axes qui est très important, le physique. Donc non, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Okay. C'est juste que les premiers mois, ça a été chiant parce que en fait, on m'avait dit à la base, ils pensaient que j'avais juste le ménisque qui était un petit peu touché. Donc c'était juste une petite ablation du ménisque et ça devait prendre 1 mois. Et en fait, c'est le chirurgien quand il m'a opéré qu'il a vu que j'avais un trou assez conséquent dans le cartilage. Sauf qu'il ne pouvait rien faire de toute façon lui pendant l'opération. Et après, c'est là où ça a pris beaucoup plus de temps pour revenir parce que il y avait beaucoup plus de rééducation et de remuscler tous les muscles aux alentours pour bien tenir le genou, etc. Et ça m'a pris 6 mois, 7 mois, quelque chose comme ça. Mais j'en ai profité à ce moment-là. C'est à ce moment-là où j'ai rencontré mon mentor, où je suis allé m'entraîner dans le club de Créteil à l'époque, qui m'a accueilli. Et on a commencé notre collaboration là-bas en faisant que de la technique, donc quasiment sans bouger. Et ça a été le déclic pour moi. Hein. C'est ce que je raconte dans Badminton Révolution. Aujourd'hui, c'est 2.0 le programme. Mais pourquoi je l'avais appelé Badminton Révolution, ce programme à la base, c'est parce que ça a révolutionné mon jeu et ma vie, entre guillemets. Tout ce que j'enseigne dans ce programme-là, c'est tout ce qui m'a permis de devenir numéro 1, mais c'est surtout à cette époque-là, quand j'ai commencé à rencontrer Bertrand, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment que le badminton, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, de comprendre pourquoi je faisais un coup, comprendre comment on faisait un coup, mais vraiment en détaillant les segments de notre corps, etc. Donc un peu presque côté physique, mathématique, logique du mouvement, de la situation dans l'espace, de pourquoi on fait un coup, quel coup automatique va revenir si on fait tel type de coup avec tel type de puissance de volant. C'est là où ma connaissance du badminton avant, je l'estimais à ça. Quand j'ai rencontré Bertrand, c'est devenu ça. Et donc le plaisir a été multiplié par 10, par 100. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment, et c'est ça qu'aujourd'hui je veux transmettre aux joueurs parce que les 90% des joueurs, 95% des joueurs ne connaissent pas tout ce que je peux enseigner aujourd'hui. Parce que je me suis beaucoup entraîné à travers le monde entier. J'ai jamais rencontré un entraîneur qui avait compris tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle tellement de Bertrand, de mon mentor, parce que c'est vraiment un autodidacte de génie pour moi. Il a quelque chose en plus, c'est un fou, c'est un génie, comme la plupart des génies sont fous. Il est fou dans sa tête et je pense que c'est exactement ce pourquoi je voulais retransmettre tout ça. Auparavant, est-ce que tu avais déjà envisagé d'arrêter ta carrière plus tôt et si oui, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Des centaines de fois, j'ai voulu arrêter ma carrière. C'était, mais comme beaucoup de joueurs, hein, quand je vois aujourd'hui, là, je commence à me mettre un petit peu au paddle, en plus de continuer un petit peu au badminton et d'entraîner évidemment énormément au badminton. Mais je joue au paddle, je fais du surf, je touche un peu à d'autres sports.
Et je vois les joueurs dans les sports de raquettes notamment qui s'énervent extrêmement vite ou qui perdent un match ou qui perdent un tournoi et qui disent je touche plus la raquette de ma vie, c'est bon, j'arrête le paddle. Et c'est pareil pour tous les joueurs en fait. Les joueurs de haut niveau, on n'échappe pas à ça. La plupart, on est passé par ces phases-là où on a eu soit des coups de sang entre guillemets, où on s'est dit non c'est bon là, j'ai trop donné, je m'entraîne comme un malade, je sacrifie telle période de ma vie, telle relation que je pourrais avoir, les études que je pourrais faire, le travail que je pourrais faire ou l'entrepreneuriat que je pourrais commencer. Des fois des questions de régime aussi, tout ça. Ouais, voilà, enfin plein de choses en fait, on sacrifie beaucoup et je dis pas qu'on doit être mis sur un piédestal parce qu'on sacrifie plus que les autres, non, c'est juste un choix que nous on a fait, les athlètes. Mais à ce moment-là, il y a plein d'athlètes quand même qui se disent est-ce que je dois faire tous ces sacrifices, est-ce que pour ces résultats-là en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Et il y a plein de fois où tu te dis non, ça vaut pas le coup. Mais en fait, c'est généralement une étape dans ta progression. Le fait d'échouer, c'est ce qui fait que tu vas revenir plus fort. Généralement, ça va te donner encore plus de motivation, de travailler encore plus dur à l'entraînement et de revenir encore plus fort. Et c'est là où c'est très important aussi pour moi d'être accompagné. D'avoir des personnes qui sont capables de te connaître assez précisément pour savoir quels mots utiliser ou quelle façon pour te remobiliser, quelle façon prendre pour te remobiliser. Parce que là, si tu es tout seul, c'est difficile. Et c'est là où tu as des chances de faire une connerie, entre guillemets, ou pas. Après, il y en a qui arrêtent leur carrière comme ça et derrière, ils rebondissent sur une autre carrière. Donc ça peut le faire, mais j'en parlais avec un ami là, qui est joueur de football, qui a 30 ans et qui hésite. Donc c'est pas un top joueur de football, mais il est quand même dans une bonne équipe en Asie. Et il me disait il hésite à arrêter sa carrière de football parce qu'il a aussi commencé l'entrepreneuriat à côté, ça marche très bien pour lui. Du coup, il hésite, il se dit si j'arrête le football, je gagnerai beaucoup plus d'argent en faisant l'entrepreneuriat. Mais j'ai peur si je fais ça, de regretter, de ne pas avoir poussé plus longtemps ma carrière. Et en fait, moi, c'est ce que je conseille. On ne peut pas devenir 2 fois athlète dans sa vie, à moins de peut-être, je sais pas moi, le lancer de fléchette. Peut-être à 50 ans, tu peux être encore très bon, ou en équitation, mais même, il faut avoir des années de pratique avant. En équitation, c'est un sport physique aussi. Donc même si les personnes sont plus âgées, elles ont monté des années et des années pour avoir une relation avec l'animal, etc. Enfin, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Et donc le temps ou l'argent. C'est ça à peser en fait, le pour et le contre, parce que tu n'as qu'une vie. En tout cas, de ce qu'on se souvient, on n'en a qu'une. Et est-ce que tu veux prioriser de te faire plaisir, d'aller au bout de toi-même sur quelque chose qui te tient à cœur, ta passion généralement, ou de faire le choix un peu du futur, de la stabilité financière, ça peut être aussi pour certains de flamber, d'aller voir les filles ou d'avoir un autre style de vie. Ou alors tu fais ta passion, même si ça ne paye pas tant que ça, et puis tu feras ce que tu voudras après ta carrière. Donc oui, tu peux perdre du temps en faisant cette passion qui ne te rapporte pas vraiment, si tu parles d'argent. Mais si tu parles d'happiness, de joie de vivre, est-ce que tu as plus de joie quand tu as plus d'argent? Pas forcément. Enfin, de mon point de vue, c'est pas forcément. On le voit avec beaucoup de personnes qui ont de l'argent. Et aujourd'hui, tu demandes je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était un milliardaire américain. On lui avait posé la question. Je ne sais plus exactement la question, mais il avait dit si demain je pouvais donner tous mes milliards pour avoir 20 ans, je le fais tout de suite. Parce que en fait, l'argent ou le temps, c'est le temps qui gagne.
tu peux pas revenir en arrière. L'argent, tu peux en gagner. Tu peux en gagner toute ta vie. Quand on me dit je suis trop vieux pour progresser au badminton, c'est pas vrai. On peut progresser. Tu peux pas devenir champion du monde senior. Tu pourras peut-être devenir champion du monde vétéran, mais tu pourras pas devenir champion du monde senior. Par contre, tu pourras progresser. Bah, c'est pareil avec l'argent. Tu peux toujours progresser à n'importe quel âge. De mon point de vue, encore une fois, hein, mais je me suis perdu dans la réponse, mais je sais plus quelle était la question. J'ai oublié aussi. La question c'était si tu avais envisagé auparavant d'arrêter. Ah oui, d'arrêter. Ou quoi. Ouais. Oui. Donc là, ouais, pour en revenir un peu à cette question, et donc j'ai envisagé plein de fois d'arrêter ma carrière, mais je suis assez fier d'avoir réussi à l'arrêter au bon moment, entre guillemets. Même si je pense que j'aurais dû l'arrêter 1 an avant, mais voilà, 1 an, c'est pas grand-chose de perdu, on va dire. Oui, c'est vrai. Et encore, je l'ai pas vraiment perdu. Y a toujours des choses que j'ai pu apprendre, ou j'ai pu rencontrer des personnes durant cette dernière année de carrière où j'ai eu des bons moments. Mais physiquement parlant, mentalement parlant, c'était un peu trop pour de la performance cette dernière année.